Bonjour tout le monde, je suis Émilie Bouchard. Merci aux organisateurs de nous avoir invités, Marie-Jeanne et moi, à ce colloque de l'ACFAS. Donc, je travaille à la TCRI, la table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes. Donc, on utilise l'acronyme parce que c'est très long. Donc, je coordonne les volets employabilité et régionalisation de l'immigration. Et aujourd'hui, je vais présenter avec ma collègue Marie-Jeanne Blain, qui est anthropologue et chercheur au Centre de recherche interaction du CIUS du nord de l'île de Montréal. Puis on vous présente aujourd'hui quelques résultats d'une recherche-action récente qui a été réalisée en partenariat avec la TCRI, le Rossini et l'équipe de recherche Erasme. Donc, Marie-Jeanne représente aussi l'équipe de recherche Erasme. Puis, cette étude-là vise vraiment à mieux comprendre les processus d'intégration en emploi des personnes réfugiées et leur expérience en lien avec l'accès aux ressources, en particulier les ressources d'aide à l'emploi, les ressources en employabilité. Donc, je voudrais aussi vous dire que aujourd'hui, Marie-Jeanne est là, on est ensemble, mais on a été supporté par des chercheurs, des personnes du milieu communautaire et d'autres pendant cette recherche-là. Et cette recherche-là a été financée par Erasme en 2015-2016. Donc, on salue les gens qui ont participé à la recherche et qui ne pouvaient pas être avec nous aujourd'hui. Oui, alors je vais vous présenter un peu pourquoi spécifiquement réfléchir sur la condition des personnes réfugiées comme sous-groupe particulier des personnes immigrantes. En fait, cette recherche-là, au niveau de son impulsion, est née d'un intérêt du milieu, d'un intérêt en fait des besoins de la table de concertation des intervenants qui visait à réfléchir à la question spécifique parmi les personnes immigrantes. Est-ce que des enjeux spécifiques vécus par les personnes réfugiées et comment on y répond? Est-ce que ça requiert des approches hyper spécifiques dédiées pour les personnes réfugiées, particulièrement à l'intérieur de la grande catégorie des personnes immigrantes? Donc, il y a une recherche exploratoire qui a été réalisée, qui nous a permis de rencontrer 17 conseillers en emploi et 14 personnes réfugiées, autant de Montréal que des différentes régions du Québec. On verra dans un premier temps, puis Émilie va vous présenter quelques statistiques. Les personnes réfugiées, c'est une population très hétérogène, mais qui peuvent vivre des enjeux très particuliers. Par la suite, je reprendrai quelques témoignages sur la nécessité de penser des pratiques et des initiatives spécifiques pour combler, pour répondre à leurs défis particuliers qu'ils ont vécus. Et on va évidemment terminer par quelques pistes d'action prometteuses et des pistes de recommandations qui sont nées tout autant des activités de la recherche, mais par la suite également des activités de mobilisation des connaissances qui ont été réalisées avec Émilie, différents partenaires à la recherche et partenaires terrain. Je te laisse poursuivre, Émilie. Donc, quelques statistiques pour vous pour les prochaines diapositives. Donc, qu'est-ce qu'on sous-entend par personnes réfugiées? En fait, on prend dans les statistiques les personnes réfugiées prises en charge par l'État, les personnes réfugiées parrainées et les personnes réfugiées reconnues sur place. Donc, bon an, mal an, le Québec reçoit entre 5 000 et 7 000 personnes réfugiées par année, sachant qu'il y a 50 000 résidents permanents annuellement. On pourrait se dire, c'est pas tant que ça, mais quand même, depuis 2013-2017, c'est 35 000 personnes réfugiées que le Québec a accueillies. La majorité, comme vous le voyez dans les statistiques, c'est des réfugiés parrainés par des groupes privés. Et puis donc, si on enlève les personnes qui sont pas en âge de travailler, puis les personnes de 65 ans et plus, ça fait quand même 20 000 personnes arrivées récemment qui sont en âge de travailler, qui ont des qualifications professionnelles à différents niveaux, que ce soit technique ou plus universitaire. Donc, on voit aussi que, c'est ça, dans les personnes réfugiées parrainées, c'est ceux qui représentent le plus grand pourcentage. Et comme disait Marie-Jeanne, c'est une population qui est assez hétérogène, donc ils ont des scolarités tout aussi hétérogènes. Et puis, 29% ont 14 années et plus de scolarité. Donc, c'est des personnes qui ont des niveaux, disons, collégial, universitaire, maîtrise, doctorat. Donc, ce n'est pas à prendre à la légère parce qu'ils ont des compétences, connaissances à se faire reconnaître. Et donc, aussi, une autre statistique importante avec la population des personnes réfugiées, c'est que 62% ne connaissent pas le français à leur arrivée au Québec, comparativement à 31% dans la catégorie des immigrants économiques. Donc, c'est sûr que ça fait une grande différence et puis ça peut aussi contribuer à un certain retard sur l'entrée au marché du travail et à une désemployabilité. Donc, c'était aussi quelques statistiques que je voulais vous présenter
d'entrée de jeu. Et puis, au niveau de l'intégration socio-professionnelle des personnes immigrantes comme des personnes réfugiées, plusieurs facteurs sont en jeu. C'est sûr que je ne vous ferai pas la liste d'épicerie, mais vous le voyez, en fait, c'est qu'il y a des facteurs qui sont des caractéristiques personnelles, mais aussi il y a des caractéristiques de la société d'accueil, parce que la société d'accueil a ses politiques nationales, ses programmes, ses programmes d'éducation, d'accès à l'éducation. Et donc, nous, on voit que l'intégration socio-professionnelle, c'est bidirectionnel, que oui, les personnes réfugiées et migrantes ont des caractéristiques qui leur sont propres, mais la société d'accueil aussi a sa responsabilité et elle met en place ou non des programmes qui conviennent à ces personnes-là et qui peuvent aussi engendrer une certaine, souvent, discrimination ou obstacle à leur intégration en emploi. Donc, pour nommer quelques caractéristiques des personnes réfugiées à tenir en compte, la langue, comme je vous l'ai dit, la plupart ne connaissent pas le français à leur arrivée au Québec. Le fait d'être une minorité visible aussi, la plus grande majorité des personnes réfugiées sont issues de minorités ethniques visibles. Et on sait que par les statistiques que les personnes issues de minorités ethniques visibles s'intègrent moins bien sur le marché de l'emploi, vivent plus de discrimination. Et aussi le lieu de résidence, parce que la plupart des personnes réfugiées se retrouvent en région, parce qu'il y a 14 régions d'accueil pour les personnes réfugiées prises en charge par l'État. Donc, de vivre en région amène tout un lot aussi de contraintes et aussi de spécificités qui peuvent être positives, mais ce n'est pas tout le monde qui a accès aux formations à cause de l'offre qui est différente que dans la grande région métropolitaine de Montréal. Et aussi, par exemple, posséder un véhicule en région est d'autant plus important. Donc, c'est quelques caractéristiques qui, mélangées avec les politiques nationales, les programmes de reconnaissance, font en sorte que l'intégration professionnelle des personnes réfugiées se fait à différents niveaux. Ensuite, au niveau de leur intégration en emploi sur le marché du travail pour les personnes réfugiées, les statistiques parlent d'eux-mêmes. Vous voyez, j'ai encerclé en jaune sur le PowerPoint. Donc, pour accéder à un premier emploi pour les personnes réfugiées, c'est quand même, on parle de presque plus de 3 ans. Donc, c'est assez frappant par rapport aux personnes requérant principal dans la catégorie économique, donc qui accèdent de plus rapidement en moins d'une année à un emploi. Et donc, après 4 ans, c'est encore 38% des personnes réfugiées qui n'ont pas eu accès à un premier emploi. Et au niveau salarial, c'est sûr que on peut voir aussi que le graphique, les personnes réfugiées sont toujours en dessous de ceux qui sont nés au Canada. Et même avec la période d'établissement au Canada, même après 10 ans, c'est bien en deçà des personnes qui sont nées au Canada. Et puis, on parle même que c'est en dessous du seuil de la pauvreté. Donc, on voit que les statistiques parlent d'elles-mêmes, que les personnes réfugiées s'intègrent difficilement au marché de l'emploi et puis que l'accès à un premier emploi se fait plus tardivement, donc plus aussi de désemployabilité. Mais on va parler ça de plus en détail avec Marie-Jeanne qui va nous présenter quelques témoignages par la suite. Alors, on a vu donc la capacité très différente des personnes réfugiées de se tailler une place sur le marché du travail. La recherche a voulu se pencher spécifiquement sur les expériences vécues par les personnes réfugiées pour essayer de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe derrière tout ça, quels sont les processus. Alors, dans le cas de cette présentation-là, ici à l'ACFAS, on a repris vraiment les enjeux vécus par les personnes qualifiées, donc titulaires, soit d'un diplôme de niveau professionnel, technique ou universitaire. C'est à noter aussi qu'on a rencontré des personnes réfugiées de différents statuts, mais dans le cadre de la recherche, on a exclu les demandeurs d'asile parce qu'on souhaitait se pencher sur les personnes qui devraient avoir normalement, officiellement accès à l'ensemble des services pour permettre leur reconnaissance professionnelle. Et on sait que les personnes demandeurs d'asile, c'est vraiment une catégorie à part. C'est beaucoup plus complexe, on le sait. Ça demanderait beaucoup plus d'efforts en ce sens. Donc, c'est un peu la limite de la recherche à ce niveau-là, mais on sait que c'est compliqué, puis on a quand même recueilli des témoignages. Donc, 3 éléments principaux se dégagent qu'on va approfondir ensemble.
qui distingue la population réfugiée des personnes immigrantes de façon générale. La première, c'est la question de la documentation. La deuxième, ce sont les coûts associés qui amènent un phénomène d'auto-exclusion assez important. Et la dernière, c'est la dimension du temps. Il y a évidemment beaucoup plus de facteurs qu'on reprendra de façon synthétique à la fin, mais ce sont les 3 points que j'approfondirai avec vous, la documentation, les coûts et le temps. Est-ce que tu vas avancer, Émilie? Donc, dans un premier temps, un élément transversal saillant pour les personnes réfugiées, c'est la capacité de rassembler la documentation nécessaire pour faire valoir ses compétences et ses connaissances et son expérience, etc. Donc, ça peut être tout autant les diplômes, les relevés de notes, les attestations d'emploi, etc., qui va vraiment les mettre dans une position où c'est impossible de se faire reconnaître parfois. Un intervenant, par exemple, qu'on a rencontré, nous témoignait que il nous disait, imaginez pour les personnes universitaires, immigrantes, qui ont déjà tous leurs papiers, c'est déjà compliqué. Alors, imagine une personne réfugiée qui arrive sans son diplôme, qui arrive les mains vides. Donc, implicitement, c'est impossible. J'ai rencontré une femme de la Syrie qui était médecin qui nous disait qu'elle avait rencontré des personnes pour faire valoir avec le Collège des médecins, évidemment. Donnez-moi des preuves, mais comment je peux? Si j'avais su, j'aurais filmé tout ce que je fais. Donc, à un moment donné, ça devient extrêmement complexe et ça met dans une situation où de quelle façon on peut valoriser ces compétences-là. Donc, est-ce que tu vas avancer, Émilie? Pardon. Merci. Encore une fois, les personnes réfugiées, c'est un groupe hétérogène, mais un élément transversal qui ressort, c'est la lourdeur des coûts. Un nombre important de ceux-ci, ce sont des personnes qui sont réfugiées prises en charge par l'État, qui n'ont pas pu amener d'économie, qui se retrouvent finalement à leur arrivée souvent sur l'aide sociale, le temps de se trouver un emploi, d'apprendre le français, etc. Donc, dégager un montant nécessaire pour faire les examens. Ça peut paraître peu pour nous, 330 $ pour un premier examen, mais la facture augmente assez rapidement. C'était le cas, par exemple, d'une ingénieure d'Irak qui ne trouvait pas dans son domaine comme ingénieure. Évidemment, elle n'avait pas réussi à faire valoir son dossier auprès de l'Ordre professionnel des ingénieurs. Mais comment elle pouvait, elle n'avait pas l'argent nécessaire pour passer les différents examens. Donc, encore une fois, c'est un peu la question de la poule et de l'œuf, comment travailler dans son domaine lorsqu'on ne peut pas faire les démarches nécessaires pour se faire reconnaître pour travailler dans son domaine. En contre-exemple, je vais quand même souligner que certaines initiatives qui existent, que ce soit des micro-prêts pour payer ces frais-là, mais ce n'est pas toujours connu dans l'ensemble des régions. Et il y a également au moins un ordre professionnel qu'on connaît qui a instauré un système de bourse, par exemple, auquel les personnes réfugiées pourraient avoir accès pour permettre de faire les différentes démarches. Mais en tout cas, la question économique est un frein important qui permet qui vulnérabilise en tout cas. Émilie, est-ce que tu veux poursuivre? Donc, un troisième élément transversal qui distingue la population réfugiée, c'est la question du temps. Leurs parcours peuvent être beaucoup plus longs, notamment s'ils n'ont pas la documentation, doivent faire différents examens d'équivalence, voire retourner à l'école, mais aussi, comme on l'a vu un peu plus tôt ce matin, parce que des règles explicites ou implicites de certains ordres professionnels qui les disqualifient s'ils ont trop d'éloignement au niveau de la pratique professionnelle. On peut donner le cas du permis restrictif en médecine, qui est un exemple criant, où des spécialistes de renommée vont être exclus d'emblée s'ils ont eu la malchance de vivre la guerre, par exemple, et d'avoir pas pu travailler pendant la dernière année parce qu'ils étaient déplacés ou quoi que ce soit. J'ai connu un médecin urgentiste qui a préféré retourner en Syrie face aux portes fermées au Québec, malgré le fait qu'il avait obtenu l'équivalence du Collège des médecins. Ajoutons également le cas des demandeurs d'asile pour lesquels c'est pire, seulement le temps d'avoir son statut reconnu. Il y a une impossibilité de faire les démarches, de se faire valoir, de faire les mises à niveau. C'était le cas d'un ingénieur que j'ai rencontré qui ne pouvait pas pratiquer sans la mise à niveau, sans un retour à l'école. Il me dira, c'était énorme d'attendre à peu près 2 ans pour pouvoir aller à l'école et ça a été très difficile et il s'est finalement réorienté pour une technique. Donc, on se demande, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir des modalités particulières pour les personnes réfugiées quant aux critères d'éloignement de la pratique, comme on pourrait le faire, par exemple, pour un parent qui reste à s'occuper d'un proche et qui revient pratiquer au plan professionnel.
Émilie, est-ce que tu veux poursuivre? On va essayer de respecter le temps si on veut pouvoir répondre aux questions. Donc, on voit finalement que les défis de la reconnaissance pour les personnes réfugiées se situent à différents niveaux. On a fait vraiment un exercice synthétique. On a déjà vu les 3 premiers, la documentation, le coût et le temps. Il faut aussi ajouter toute la question très sensible de l'accès aux services pour les demandeurs d'asile, également la présence ou pas de services ou de programmes spécifiques, notamment dans les régions. Mais pour terminer, toute la question de la valorisation très variable des compétences selon où la personne s'adresse, que cela soit un conseiller en emploi, un conseiller en ressources humaines, un conseiller aux admissions dans les différentes institutions. Donc, quel genre de message, de conseils on leur donne si les personnes réfugiées, par exemple, n'ont pas toute la documentation ou n'ont pas d'expérience ici? Est-ce que les conseillers vont connaître les démarches alternatives pour valoriser les compétences? Est-ce que, par exemple, un médecin qui n'a pas l'ensemble de sa documentation, est-ce que de l'orienter comme préposé aux bénéficiaires, est-ce que c'est la meilleure option par rapport à son profil? Ou est-ce que, par exemple, un électricien dans une région comme en Abitibi, je ne sais pas, est-ce qu'il sait qu'il peut faire valoir, il peut faire reconnaître différemment ses compétences plutôt que de retourner à l'école? Donc, c'est un ensemble de questions qu'on peut se poser et qui vont amener à quelques pistes d'action et de recommandations. Donc, Émilie, je te laisse la parole pour la première partie. Oui, donc de cette recherche-action-là a émergé quelques pistes d'action et qui ont été aussi retravaillées lors d'une journée intersectorielle en décembre 2019. Donc, je vous en présente quelques-unes qui s'adressent pour l'ensemble des personnes immigrantes. Donc, une meilleure concertation. On voyait hier avec M. Gariepi qui parlait d'une meilleure concertation à tous les niveaux, que ce soit institutionnel, public, même communautaire, que tout le monde travaille sur ce dossier-là. La valorisation des pratiques et programmes existants, oui, des projets pilotes, il y en a déjà qui ont été faits, mais faute de financement, on a dû mettre terme à ces projets pilotes-là. Donc, pourquoi pas consolider ce qui existe déjà au lieu de refaire la roue. Évidemment, le soutien aux employeurs et les milieux de formation peut être très porteur pour mieux intégrer les personnes immigrantes à leur plein potentiel. Donc, et aussi faire le suivi des recommandations qui ont été déjà faites dans plusieurs rapports, que ce soit au comité consultatif personnes immigrantes, du commissaire lui-même, M. Gariepi, donc où on en est rendu face à toutes ces recommandations-là. Et je vous laisserai avec une citation de Hull et Roux qui dit que vraiment la personne immigrante a le droit d'exercer sa profession. Donc, on est dans, oui, protéger le public, mais dans la personne qui peut exercer sa profession. Oui. OK, mon micro est ouvert. Alors, ce qui nous amène à un ensemble de recommandations aussi spécifiques pour les personnes réfugiées en tant que telles, qui se distinguent au niveau des problématiques vécues par rapport aux personnes immigrantes de façon générale. Donc, l'ensemble des enjeux qui ont été documentés montrent l'importance d'adapter les façons de faire au niveau de la dimension du temps, mais aussi de la flexibilité des programmes et des services, de sensibiliser également aux contraintes systémiques l'ensemble des acteurs, comme on mentionnait tout à l'heure. L'intégration, c'est un processus bidirectionnel qui concerne tout autant les employeurs, les conseillers, les institutions d'enseignement, etc., etc. Valoriser, trouver des façons de mieux valoriser les compétences des personnes réfugiées, même celles qui n'ont pas toute la documentation nécessaire, soutenir financièrement, travailler ensemble pour éviter en fait l'effet du silo, moduler le critère d'éloignement de la pratique en fonction des réalités particulières vécues par les personnes réfugiées et offrir l'ensemble des services de soutien à l'emploi et à la reconnaissance professionnelle à toute personne ayant le droit de travailler, incluant les demandeurs d'asile. Et pour terminer, comme le mentionnait Émilie également, s'inspirer d'outils nationaux et internationaux, que ce soit le SIGDI, l'UNESCO, d'autres ordres professionnels. Il y a des belles pratiques qui existent, mais encore faut-il qu'elles fassent le tour du Québec et le tour des ordres professionnels. Et pourquoi faire les choses pour un si petit groupe, diront certains, parce que parfois le nombre peut sembler assez négligeable. Déjà, il y a des voies particulières pour les personnes immigrantes qui peuvent s'appliquer, et tant mieux si c'est le cas. Mais on voit que quand on regarde la capacité de faire valoir ses compétences sur le marché du travail, elle n'est pas si positive pour les personnes réfugiées. Donc, changer les façons de faire, les procédures et les approches pour mieux répondre à leurs besoins, mieux répondre à leurs enjeux spécifiques, pour
pourra profiter aux autres finalement. Ce qu'on améliore pour un programme va profiter à l'ensemble des personnes immigrantes. Donc, on aimerait terminer sur une petite citation d'une personne qu'on a rencontrée, qui était un homme, qui nous disait « Donnez-nous la chance, pas de nous améliorer, mais de prouver nos compétences, prouver notre expérience. Et après, vous pourrez nous dire « Tu n'es pas un bon docteur, retourne chez toi » ou bien « Tu es un bon docteur, bien maintenant, tu peux travailler. » Donc, il avait pas cette impression, il a vécu ses portes fermées ou il n'a même pas eu la chance de faire valoir ses expériences antérieures. Donc, je vous remercie et puis Émilie et moi, on est disponibles pour répondre à vos questions. Merci.